Super. Bah, je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Comment fonctionne la mémoire et en particulier, comment est-ce que du coup on en vient à créer un souvenir et comment se passe aussi le rappel d'un souvenir? Ah mais c'est pas des questions faciles que vous posez là. Hem, alors comment se crée un souvenir? Le souvenir, il se crée toujours à partir d'une expérience, sensorielle, sensorimotrice même, qui est vécue et qui laisse en nous une trace. Une trace plus ou moins importante. S Évidemment, beaucoup de choses que nous vivons, disparaissent dans les oubliettes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles n'ont pas, une importance dans notre construction, mais en tout cas, on n'en fera pas des souvenirs épisodiques par la suite, hein. C'est des choses qui, voilà, qui selon nous n'ont pas forcément d'importance, donc pour notre organisme et qui sont oubliées, là où d'autres effectivement vont prendre plus de place et on va s'en souvenir et même parfois on va s'en souvenir longtemps. Donc, les souvenirs donc ce sont des reconstructions en fait sur la base de traces mnésiques que l'on accumule au cours de notre existence à travers nos expériences vécues. Et donc ce processus de rappel des souvenirs, c'est un processus très complexe puisqu'il va dépendre évidemment de la nature du souvenir. Est-ce que c'est une nature plus ou moins sensorielle? Ou est-ce que ça renvoie à des concepts, à des connaissances? Donc tout ça évidemment va, modifier légèrement le processus de rappel, enfin sa nature profonde, hein, et en particulier sa nature neurophysiologique qui sera toujours, relative en fait à cette importance. Et évidemment, il y a une variable qui est absolument essentielle dans ce contexte, c'est, la motivation et l'émotion vécue par ce souvenir, évidemment, qui va faire que la trace qu'il va inscrire peut être plus ou moins forte, plus ou moins importante justement pour nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer comme, comme potentiel biais de la mémoire quand on va rappeler un souvenir, par exemple? Est-ce que lorsque je rappelle un souvenir, est-ce que du coup, je le modifie au fur et à mesure? C'est-à-dire, est-ce que, le fait de rappeler un souvenir, je vais intégrer de nouvelles informations dedans? Est-ce que de base, quand je vais le rappeler, il aura déjà des informations qui étaient pas là, qui étaient pas en entre guillemets «dans l'événement présent», qui se seront rajoutées? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Oui, oui, ça renvoie à tout un corpus en fait de travaux et d'études, hein, sur les faux souvenirs par exemple. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, lorsqu'on essaye de rappeler un souvenir, en fait, on a des traces en nous de ces différents événements. Mais il va falloir quand même les reconstruire, les remettre en mouvement pour qu'elles, émergent comme un état de conscience mnésique et comme un état mental qui fait sens. Et évidemment, c'est bien souvent là que, peuvent s'insérer, différentes informations qui n'étaient pas forcément là, lors de l'événement. Donc ça peut relever à la fois de nos motivations, de nos connaissances, de ce qu'on a vécu entre l'événement et le moment du rappel, qui fait qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes schémas mentaux et donc on va avoir plus de mal à rappeler, fidèlement le souvenir, on va plutôt le transformer. Donc évidemment, ces transformations, elles sont potentiellement toujours là. Bah, il est aussi possible, hein, de rappeler correctement un souvenir, hein. C'est évident, hein, c'est-à-dire que la mémoire fonctionne quand même pas si mal. Mais il y a toujours cette possibilité, de, ouais, d'insérer, disons, dans un souvenir des choses qui n'y étaient pas vraiment. Il y a quelques transformations qui peuvent arriver et donc évidemment, tous les travaux, depuis Elizabeth Loftus, par exemple, qui a beaucoup étudié ça, tous les travaux sur les faux souvenirs montrent comment c'est simple, en fait, de manipuler la mémoire et de reconstruire, en insérant des informations qui n'étaient pas là préalablement. Et est-ce qu'il y a un intérêt à ça, à ce processus? Ou est-ce que c'est juste, la conséquence, fâcheuse du fonctionnement de base? Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt évolutif au fait, du coup, de pouvoir modifier un souvenir a posteriori? Un des intérêts, évolutifs, me semble-t-il, hein, c'est, de maintenir une cohérence psychologique interne. C'est-à-dire qu'on a notre, univers mental qui maintient une certaine cohérence par rapport à toutes nos connaissances en fait, hein, notre modèle mental du monde, toutes nos connaissances qu'on a acquis, durant notre existence. Et évidemment, lorsqu'il y a des informations qui viennent contredire, alors ça peut venir contredire, ce modèle mental comme un événement incongru par exemple, qui n'aurait pas dû se produire selon ce que l'on connaît du monde, mais qui se produit quand même. Évidemment, ça va être beaucoup plus marquant pour le système cognitif. Puisqu'il va falloir qu'il modifie un petit peu les connaissances qu'il avait jusqu'alors, hein, du monde pour intégrer ça. Ça peut être aussi, des motivations que nous avons, des choses qu'on préférerait penser que d'autres, des choses que l'on préférerait croire, que sais-je. Donc évidemment tout ça va jouer
en fait, hein, et c'est s'il y avait une propriété, ce serait vraiment celle-là. C'est-à-dire nous sommes ainsi faits que quand même, mentalement, on a une tendance à vouloir maintenir une cohérence, de tout ce que l'on pense. Ce qui fait, dans certains cas, en psychopathologie notamment, on observe ça, hein, ce qui peut aboutir à des mécanismes de reconstruction du passé, en fait, qui sont très importants. Il y a des personnes qui reconstruisent vraiment leur passé pour être en cohérence à l'instant présent. Si elles ont fait des choses, disons déplorables ou des choses, voilà, bon, bah, elles vont un petit peu s'arranger avec ça, voire le reconstruire le passé pour justement maintenir cette cohérence interne et continuer à vivre de façon assez un peu plus paisible. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'un faux souvenir et comment s'en remet-il? Parce qu'on a vu qu'il y avait une limite très fine entre, un souvenir qui était vraiment bien rappelé, un souvenir qui était bien rappelé avec juste de légers changements. Du coup, est-ce qu'il suffit qu'il y ait juste un léger changement pour qu'on considère que ce soit un faux souvenir? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit, est-ce que c'est même possible d'avoir un souvenir, complètement construit? C'est-à-dire qu'il ne serait même pas arrivé, autre part que dans notre imagination? Mmh. Oui, oui, non, c'est une bonne question. En fait, ça renvoie vraiment à la définition de ce qu'est un faux souvenir et comment on fait pour repérer un faux souvenir. Puisque pour dire que c'est un faux souvenir, il faut avoir une idée de ce qui s'est passé déjà, vraiment. C'est-à-dire quel était l'événement et quel est ton souvenir de l'événement, pour observer cette distorsion éventuelle. Donc souvent, ça s'est produ ces études se sont faites dans un milieu expérimental, hein, en laboratoire, où on manipulait ça de façon assez stricte. Dans la vie, générale, dans la vie quotidienne, pardon, en général, on se rend compte qu'on a fait un faux souvenir quand, bah, les autres, ont une version différente, par exemple, de la vôtre. Ça veut dire que, bah, il y en a un de nous qui a un faux souvenir. Voilà. Si vous êtes tout seul à vous souvenir de ça, mais que tous les autres vous disent: «Non, non, ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé comme si», là, effectivement, vous pouvez dire: «Ah, peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être un peu reconstruit, les choses». Mais, bon, ça, en général, on étudie ça plutôt de façon expérimentale, justement pour, vraiment contrôler tout ça. Et ben, un faux souvenir, c'est à partir du moment où il y a une distorsion. Ça peut être assez minime, mais parfois des distorsions minimes peuvent avoir une grande importance, comme dans les cas, judiciaires, par exemple, de d'interrogatoire ou de témoignage, où là, peut-être des détails, en fait, deviennent, très importants et pourtant ils ont été reconstruits, différemment. Et quels sont les facteurs justement qui peuvent faciliter la production de faux souvenirs? Vous aviez parlé justement d'Elisabeth Loftus qui travaillait sur le fait de créer des faux souvenirs. Du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que on peut, créer un «faux souvenir» entre guillemets? Il y a différentes, méthodes. La première, c'est la suggestion, c'est-à-dire qu'on peut suggérer entre l'événement et le rappel, on peut suggérer tout un tas de choses, par exemple, si vous regardez vos photos d'enfance, évidemment, vous allez un peu distordre, vos souvenirs d'enfance dans le sens de ces photos que vous regardez, par exemple, à 14, 15 ans, ou alors vos parents vous racontent comment ça s'est passé, ou vous retrouvez, par exemple, votre lit de bébé, dans le grenier, familial et à ce moment-là, vous avez, 10, 15 ans et puis vous vous imaginez bébé et puis, à 30 ou 40 ans, bah, vous vous dites, «Ah, j'ai des souvenirs de moi, bébé dans le berceau». En fait, non. Vous avez juste un souvenir de ce que vous avez de votre état mental que vous aviez lorsque vous aviez 15 ans et que vous avez retrouvé ce bon voilà. Le problème, c'est effectivement de retrouver la source du souvenir. Effectivement, la source n'est pas toujours connue ou n'est pas toujours facile à retrouver. Donc on peut avoir, des souvenirs qui ont été simplement des pensées, par exemple. Parce que tout notre monde mental, toutes nos pensées, en fait, produisent elles aussi des traces et donc des sont potentiellement des souvenirs et on peut ne pas se souvenir que c'était simplement une pensée, mais se dire: «Tiens, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu». Donc il y a tous ces facteurs-là, hein. Ça, c'est une méthode. Il y a aussi les méthodes de désinformation, voilà, de suggestion, de désinformation. Il y a des méthodes aussi qui s'appuient sur la sémantique, comme le paradigme qu'on appelle DRM, du nom de ses auteurs, où là, on propose tout un tas de mots, par exemple, hein. Je vais vous dire, lit, couette, matelas et cetera, mais je vous dirai pas sommeil. Et puis, 10 minutes après, je vous dis: «Voilà, est-ce que dans la liste que je vous ai proposée tout à l'heure, est-ce qu'il y avait le mot sommeil?» Là, vous aurez tendance à me dire que oui. Parce qu'en fait, j'ai créé un champ sémantique avec le lit, la couette, le matelas et cetera, qui effectivement préactive, en fait, d'un point de vue sémantique, le sommeil. Donc il y a tous ces phénomènes de manipulation, voilà, qui peuvent produire des faux souvenirs. Ça me rappelle un petit peu le travail de Daniel Kahneman sur le Remembering Self avec, cette idée que si on prenait l'expérience moment par moment, on aurait une vision bien différente de notre vie ou enfin ou de nos dernières vacances que, plutôt que ce qui s'est passé quand nous on le raconte. Donc que ce soit du coup une question de motivation, de comment est-ce que l'on veut les faire paraître les vacances aux autres ou comment est-ce qu'on veut se les faire paraître à soi-même, Bien sûr. au Mmh. moment où on les raconte. Et donc, est-ce qu'il y a
des éléments clés qui vont faire qu'on va se rappeler un souvenir d'une certaine manière? Bah, en fait, il y a pas un élément clé, il y en a plusieurs et il y a notre état mental au moment présent. Par exemple, si vous avez subi un changement d'humeur ou si, vous êtes plus en accord avec ce que vous avez vécu, vous pouvez très bien le transformer de façon à ce que ça corres la fameuse cohérence interne dont on parlait tout à l'heure. Vos motivations et puis tous les enjeux effectivement comme vous disiez, hein, de psychologie sociale, hein, c'est-à-dire tous les enjeux interpersonnels, dans la relation, hein. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à l'autre? Bon, on va plutôt insister sur des éléments que d'autres. Donc il y a tout ce côté image effectivement de soi, qui est assez important. Voilà, mais il y a tous les paramètres émotionnels, motivationnels, les intentions que nous avons quand on récupère quelque chose en mémoire. C'est toujours dans un contexte particulier et c'est tout l'avantage de la mémoire en fait, c'est que, au fur et à mesure de notre développement, nous construisons, à partir des traces des événements que nous avons vécus, nous construisons progressivement des connaissances, des schémas mentaux, des traits de personnalité même à des niveaux, supérieurs et donc tout ça, c'est des mécanismes de construction, qui font que finalement, ce que nous avons vécu se trouve dans cette construction, mais n'est pas forcément accessible consciemment. Évidemment, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu et pourtant ça nous a quand même construit. Donc ça, c'est vraiment la magie de la mémoire, hein, de passer, d'événements, uniques en fait à des traces qu'on peut appeler composites, hein, qui sont beaucoup plus intégrées et qui commencent à former des connaissances à partir des analogies de différents événements, hein. On en extrait en fait des concepts et du sens à des étages supérieurs. Mmh. Quelque part, on essaye un peu de remplir le vide, c'est-à-dire que quand on va essayer de se rappeler un souvenir, si on n'a pas tous les détails, on va aussi avoir notre cerveau qui va venir essayer de compenser le vide qui s'est passé. On a l'événement 1, on a l'événement 3, mais on sait plus trop ce qui s'est passé au milieu. Du coup, on va essayer de faire des ponts. C'est Et après, ça, du coup, le risque, c'est qu'on risque d'intégrer ces ponts maintenant dans le nouveau souvenir. Et donc, la prochaine fois, on sait même plus qu'on a fait ces ponts dans un premier temps, voire on sait même pas dans un premier temps qu'on les a fait. exactement. Et donc, comment est-ce que quelqu'un pourrait se protéger de ces biais? Est-ce que je doute qu'il y a un moyen de les éviter complètement, mais est-ce qu'il y a des choses que quelqu'un pourrait faire pour peut-être limiter ou en tout cas limiter l'impact de ces biais sur Mmh. son quotidien? Peut-être, En fait, c'est vrai que c'est difficile de les éviter complètement parce que, ces biais, comme vous dites, ils ont une fonctionnalité, en fait. C'est eux, justement, qui permettent de faire que les traces sont instables, qu'elles communiquent entre elles et qu'elles forment des connaissances de plus en plus haut niveau. Donc effectivement, ce qu'on peut se demander dans un premier temps quand on a un souvenir, c'est, s'appuyer davantage sur, tout ce qui est sensorimoteur, justement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment, l'image mentale claire de cet événement? Ou est-ce que c'est purement narratif et verbal? C'est-à-dire sur un modèle plutôt propositionnel. Vous savez, nos représentations mentales ont au moins 2 formats. Le premier qu'on qualifie de propositionnel, c'est-à-dire c'est le langage, les concepts, tout ce qui est connaissances, mêlées entre elles. Et puis il y a le format sensorimoteur vraiment, hein, perceptif, où, on a des images mentales, par exemple. On peut se souvenir d'une odeur, on peut se souvenir de tout un tas de choses. Donc tout ça, ça renvoie à vraiment quelque chose de sensoriel et primaire. Et ça, c'est une des clés, semble-t-il, hein, mais c'est pas parfait, mais qui permettrait de distinguer, un vrai d'un faux souvenir. C'est-à-dire que le vrai souvenir a davantage de traces sensorielles. Ce qui est logique puisque le faux souvenir en général a été, les ponts, comme vous dites tout à l'heure, ont été faits sur la base de connaissances et de choses qui sont plutôt propositionnelles.